tento dohled je nejenom v oblasti inventarizace sbírek, ale i v jeho auditu a kontrole a můžeme říct i vlastně v jeho provozním řízení. La Galerie nationale donc, est dans une certaine mesure sous le contrôle de l'État, concrètement du ministère de la Culture, qui opère un contrôle sur l'inventaire des collections d'une part, sur le choix du personnel et sur le fonctionnement général de l'institution. I když Národní galerie má vlastní zákon z roku 1948, tak je prakticky řízená pokyny, příkazy a nařízeními tedy pocházející z Ministerstva kultury. Takže jako taková je vlastně přímo závislá na fungování či pokynech Ministerstva kultury. La Galerie nationale est normalement, il existe une loi de 1948 qui spécifie le fonctionnement de la Galerie nationale, mais dans la pratique, souvent, il se trouve qu'elle se plie aux interventions du ministère de la Culture et dans ce sens-là, on est dans une assez large mesure dépendante. Z hlediska provozu je instituce vlastně závislá na ročním rozpočtu. To znamená, není to, jako je třeba v jiných zemích, kdy existuje něco jako smlouva se státem, která vytváří rámec naplňování těch funkcí instituce právě podle smluvních podmínek dané státem. La Galerie nationale, je le disais, dépend du budget annuel qui lui est alloué par le ministère de la Culture. En ce sens, elle diffère du fonctionnement d'institutions analogues dans d'autres pays où souvent l'institution en question a un contrat avec l'État qui spécifie de façon précise quels sont ses devoirs, etc. Od toho také je odvozen další nepřímý moment, a to je, že nejsou vlastně kritéria hodnocení úspěchu instituce a ty se vlastně odvíjejí od toho, jakým způsobem je Národní galerii ročně přiřazen příspěvek na provoz, čili rozpočet. Un des aspects difficiles pour nous, c'est que de fait, il n'existe pas de critères clairs pour mesurer le succès de la Galerie nationale, ce qui pourrait bien sûr influer sur le budget qui lui est alloué. To znamená, že neexistují takzvaná měřitelná kritéria úspěchu, na základě kterých by se dalo s institucí pracovat kontinuálně, či řekněme v nějaké strategii, která by byla dlouhodobého charakteru. Cette situation est complexe et a pour conséquence que souvent il est assez difficile de mettre en place un travail dans le temps long avec une continuité, avec un objectif clairement donné dans le temps long. To se týká jak tedy provozu instituce, tak samozřejmě i strategie naplňování té tzv. Sbírkotvornosti. To znamená rozvoje sbírkových fondů a jakým způsobem ty fondy mohou dále růst. Cela a trait bien sûr au fonctionnement de l'institution, à sa programmation, mais aussi, entre autres, à la conception des nouveaux achats, de l'élargissement des collections. Což pro instituci typu Národní galerie je absolutně zásadní záležitost, pokud máme přemýšlet o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet další vlastně strategie sbírek, jak budou tyto sbírky formovány a zároveň jakou politiku akviziční by instituce, která je sbírkotvorná, měla mít. C'est bien sûr pour une institution du type de la Galerie nationale une situation particulièrement complexe. Il va de soi, c'est un de nos devoirs, donc de constituer des collections d'État. Et le fait d'avoir, comment dire, de ne pas avoir de stratégie ou de politique d'élargissement des collections clairement définie
ces problématiques. Za těchto podmínek se může zdát, že fungování instituce je spíše nahodilou záležitostí. Faktem je, že výkonné řízení vedení Národní galerie se snaží, aby byla nejenom kontinuita v provozu, to znamená ve výstavním programu, ale hlavně by byla tedy kontinuita v řízení toho sbírkového fondu. J'ai conscience du fait que ce que je vous dis peut donner un tableau d'une situation assez hasardeuse, avec un équilibre pas forcément très solide. Je souligne bien sûr que la direction de la Galerie nationale s'efforce de maintenir une continuité en dépit de tout cela, aussi bien dans la programmation, le fonctionnement de la Galerie nationale, dans les expositions présentées, mais aussi justement dans l'élargissement des collections. Já bych to asi uzavřel tím, že právě na tématu Františka Kupka se snažíme demonstrovat určitou kontinuitu a rozvoj či závazek instituce k tomu, abychom zpracovali jedno z témat, ať to téma tedy autora, či téma vlastně abstraktní malby, protože výstava, kterou jsme tady představili, Cesta k amorfie, je vlastně jenom první fáze dlouholetého projektu, který připravujeme a který měl vyvrcholit v roce 2017. En ce sens, c'est important, je crois, que nous ayons parlé de cette exposition Kupka, car je pense que c'est un bon exemple des efforts ou de la direction qu'essaie de prendre la Galerie nationale, à la fois dans une certaine continuité et à la fois dans une volonté de travailler sur le temps long, à la fois en lien avec Kupka et avec l'art abstrait. Cette exposition étant en quelque sorte la première phase d'un projet qui devrait se terminer en 2017. Uzavřeli to asi tím, že v roce 2017 bychom rádi ve spolupráci s partnerskými institucemi představili retrospektivně dílo Františka Kupky nejenom v Praze, ale také v Paříži a v New Yorku. A tím bych možná uvedl ještě, pokud se kolegové budou chtít vyjádřit k zahraničním zápůjčkám či k výstavám a výstavnímu programu. En effet, en 2017, nous aimerions, en collaboration avec d'autres institutions étrangères, organiser une grande exposition rétrospective de Kupka, à la fois à Prague, à Paris et à New York. Et je pense qu'à partir de là, nous pouvons faire la transition vers le sujet des prêts internationaux. Voilà, merci beaucoup. Les thématiques sont vraiment larges. On a pensé de pouvoir parler un peu de la relation aussi des institutions et de l'État. Monsieur Reuzel a bien expliqué la situation récente. Malheureusement, c'est comme déjà dit, on se trouve un peu en situation de crise, donc où les achats des œuvres à l'étranger sont assez gelés, etc. Donc ce n'est pas très joyeux en ce moment. Mais voilà, donc le seul moyen, c'est comment présenter donc, la Galerie nationale, c'est à travers des expositions. Donc M. Reuzel a parlé de ce projet de 2017, pardon, une grande exposition de Kupka, et le projet compte avec donc une collaboration avec donc là où se trouve le plus grande collection de František Kupka, donc avec les États-Unis et notamment avec la France, mais c'est bien entendu une question du futur et des discussions ultérieures. Je voudrais donc passer la parole à M. Lombard et aussi à Madame Léal. En même temps, pour dire un mot sur le système d'organisation des expositions en France. Je sais que c'est très large, mais quelles sont leurs relations avec l'impact de l'État, la politique culturelle de l'État? Parce qu'à Prague, comme on a vu, c'est pratiquement donc dépendant
du ministère des Affaires étrangères ont fait des propositions, de la culture, pardon, je veux dire, pas le ministère de la culture, et quelle est l'autonomie de vos musées respectifs ici, et comment voyez-vous donc aussi la possibilité de la présentation de l'art tchèque, notamment de l'art du 19e, 20e siècle, au cas, alors, ici, donc en France. Alors, je peux te demander ou je passerai évidemment la parole à Claire tout à l'heure. Je peux dire sur l'organisation des expositions, d'abord je précise que ce n'est en aucun cas le ministère de la Culture qui fixe le thème des expositions qui sont organisées dans nos musées, évidemment. Après non plus, mais c'est très dépendant. Oui, voilà. Donc le ministère de la Culture intervient en nommant, d'ailleurs c'est même le président de la République, en nommant le directeur du musée, enfin, chez nous ça s'appelle le président. Au centre Pompidou, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a à la fois un président et un directeur du musée. Donc il nomme cette personnalité. Ensuite, il y a un projet scientifique et culturel qui est adopté en concertation entre la direction des musées de France et le musée concerné, en l'occurrence le musée d'Orsay, et qui fixe les grandes orientations en matière pour les collections, pour leur préservation, pour la façon de les montrer, pour la façon de les développer. Et puis, il y a un contrat d'objectifs et de moyens. C'est le document essentiel, c'est un contrat donc, passé entre le ministère et le musée qui fixe vraiment les orientations qui sont données et qui donne aussi tous les indicateurs selon lesquels la politique sera jugée. Alors il y a une grande batterie, une trentaine d'indicateurs qui sont à respecter par le musée. Ceux-ci sont très variés, ils concernent aussi bien la fréquentation, donc le nombre de visiteurs accueillis, mais aussi les acquisitions, mais aussi la protection des œuvres, enfin, sur tous les sujets de la vie d'un musée, un véritable contrat est passé entre le ministère de la Culture et le musée. Alors, ensuite, ce contrat est respecté plus ou moins, bien sûr. Un établissement comme Orsay bénéficie de 62% d'autofinancement. Ça veut dire que ses recettes propres représentent 62% du total de ses recettes. La subvention, qui est importante, bien sûr, ne représente néanmoins que 38% des recettes du musée. Donc, ça lui donne une capacité assez importante d'autonomie. Mais en même temps, il doit quand même rester conforme, bien sûr, aux orientations qui lui ont été données. Il n'est, comme la Galerie nationale de Prague, que le gestionnaire de collections de l'État, qui ne sont pas bien sûr des collections du musée d'Orsay, mais qui sont des collections de l'État. Donc c'est vrai qu'il y a encore, bien sûr, un pouvoir très important de l'État, mais qui est plus sur le fonctionnement général de l'institution, qui n'est jamais sur le contenu artistique de l'activité du musée. Alors, le musée organise chaque année 6 grandes expositions qui bénéficient d'un public qui varie entre 200 000 et 500 000 visiteurs pour chacune de ces expositions. Le thème de ces expositions est choisi avec soin, vous imaginez. On essaye de trouver des thèmes un petit peu originaux, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des monographies, mais c'est assez rare. Le plus souvent, c'est plutôt des expositions thématiques, comme l'exposition actuelle dont le titre est L'Ange du Bizarre. Je fais évidemment une page de publicité pour cette très belle exposition qui est présentée actuellement au musée d'Orsay. Donc le thème de l'exposition est important. Ensuite, c'est de réussir à obtenir des prêts pour des œuvres. Un musée comme le musée d'Orsay doit évidemment présenter sur chacun des thèmes qu'il choisit des œuvres les plus importantes dans le monde entier qui peuvent illustrer ce thème. Et le rôle du président de l'établissement est essentiel pour obtenir de ses collègues, des directeurs des grandes institutions étrangères, les prêts des œuvres en question. Ensuite encore, il faut bien les présenter, et donc c'est le rôle de la scénographie. Il faut que celle-ci donne envie aux visiteurs de voir l'exposition, qu'elle soit pertinente, qu'elle illustre le propos, qu'elle contribue au sens donné à l'exposition. Et puis, il faut ensuite qu'une grande communication soit faite autour du projet
pour qu'on puisse avoir des minimum 200 000, maximum 500 000 visiteurs accueillis dans nos murs. 500 000, c'est un maximum technique. Le Centre Pompidou a des salles d'exposition qui sont plus vastes, qui nous permettent d'obtenir, comme pour Dali, plus de 800 000 visiteurs. C'est un chiffre considérable qui est évidemment un record pour ce type de manifestation. Merci beaucoup, mais je demanderai aussi maintenant à Brigitte Léal, parce que plutôt, je te poserai plutôt cette question-là, parce que de grandes expositions, Alain a déjà parlé, mais quelles sont les thématiques ou les possibilités que tu vois de présenter des expositions de l'art tchèque que tu connais l'art de la fin du 19e siècle, du 20e siècle, donc dans quelles conditions, quelle thématique pourrait attirer un public français qui est tellement gâté des grandes expositions dont Alain vient de parler. Quelles sont tes idées là-dessus? J'ose. Voilà. Je ne sais pas si j'ai des idées. Depuis l'origine, en fait, le Centre Pompidou a consacré des expositions à l'art tchèque, les dessins tchèques, la photographie tchèque. Il ne faut pas oublier qu'on a une collection qui couvre à peu près tous les champs de l'activité artistique. Donc il y a eu depuis l'origine de très nombreuses expositions sur la photographie tchèque, notamment sur le cinéma, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une collection de cinéma, des salles de cinéma. Il y a eu très récemment une exposition de photographie qui a eu un énorme succès, et puis des expositions aussi sur la littérature. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu une exposition Kafka qui avait été remarquable en son temps, remarquable par son intelligence, par sa scénographie très parlante, très émouvante. Donc on a vraiment couvert, il y avait aussi déjà des relations avec la Narodní galerie, notamment autour du cubisme tchèque, des expositions liées aussi au mobilier, au design, donc il y a toute une palette, et puis assez récemment, une exposition plus globalisante sur les avant-gardes en Europe centrale, puisqu'on a quand même à cœur d'être toujours très présent sur ce qu'on appelle la scène contemporaine, et donc c'est vrai que après avoir beaucoup défendu en quelque sorte l'art tchèque à travers évidemment les liens entre le cubisme et beaucoup aussi avec le surréalisme, parce qu'on a des fonds surréalisme extrêmement larges et où évidemment l'art tchèque est toujours présent, ne serait-ce que par les liens qu'André Breton avait entretenus avec Prague et avec toute la mouvance surréaliste tchèque. Donc vraiment je crois que l'art tchèque, à travers toutes ses facettes, a toujours été extrêmement présent. On peut dire que ça a été un des pays peut-être les plus privilégiés à travers tous les mouvements abordés, et encore aujourd'hui, à travers les grandes figures de l'art contemporain. On pourrait citer, parce que dans la programmation du Centre Pompidou, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le musée. Notre conseil de programmation, il aborde la programmation du musée, mais aussi de l'IRCAM, de la bibliothèque de la BPI, de tout le département lié à la littérature. Donc il est extrêmement polyvalent, et on essaye en fait d'harmoniser au fond le travail de tous les départements. Et je crois qu'en ce sens, l'art tchèque dans toutes ses facettes a toujours été non seulement bien représenté, mais a toujours éveillé aussi l'intérêt du public. Voilà, c'est vraiment très agréable d'entendre. Et peut-être d'autres expositions consacrées encore au cubisme. Par exemple, on a parlé de Kaj Kupka et aussi de Kupišta, où il y a un grand projet à Prague, peut-être, même c'est peintre très très intéressant, pourrait trouver un lieu en France. Pardon, excuse-moi de t'interrompre. Je dirais qu'un peintre comme Kupka est toujours présent dans la prochaine collection permanente.
Il l'est actuellement, il l'est tout le temps, donc sa présence est là, vivante, c'est très important, les accrochages. Il y a une visibilité qui est immédiate, il y a une façon de voir les artistes en regard avec les artistes de leur temps, donc cette Kuka n'a jamais été absent. Il y a évidemment toujours les fameux plans verticaux de 1912 qui ont toujours été présents dans la salle culisse, dans les attractions, et étant donné que la carrière de Kuka a été assez longue, il est vraiment présent de 1912 aux années 50. Il est presque dans tout le parcours et il n'a jamais été absent de nos accrochages. Et ça fait partie d'un des fonds, son nom fait partie d'un des fonds majeurs en fait de la collection, en peinture, en dessin, et donc son nom n'a jamais été oublié, à juste titre d'ailleurs, en raison de cette présence de chefs-d'œuvre des collections. Il est également toujours présent dans toutes les publications importantes sur la collection. C'est vraiment un des grands fonds et un des noms pour nous qui compte. Pardon. Oui, non, mais tout à fait. Alors, à côté de la Galerie nationale de Prague, la collection de Kuka est la plus importante ici, dans votre musée. Je voudrais, parce que le temps presse un peu, je voudrais quand même demander encore M. Reusel quelques réactions à ce qu'il vient d'entendre, pour peut-être comparer la situation, ces questions, et puis je ouvre donc une petite discussion aussi avec le public, les gens présents qui sont, comme je vois, aussi du domaine du musée, de la culture, ou des étudiants de l'art, de muséologie, donc peut-être ont-ils des questions à poser après. Mais d'abord, je passe la parole à vous, M. Reusel. Já jenom k tomu srovnání, co týká počtu návštěvníků Národní galerie, je v tuto chvíli na roční návštěvnosti 450 000. Peut-être quelques éléments de comparaison encore. En ce qui concerne le nombre de visiteurs, la Galerie nationale actuellement compte 450 000 visiteurs par an. Naším plánem do 5 let je dosáhnout návštěvníků kolem 1 milionu. Musím ale říci, že v minulosti Národní galerii navštěvovalo až 750 000 návštěvníků ročně, takže kapacitu máme i navíc než je ten 1 milion. Notre objectif est d'arriver à avoir d'ici 5 ans 1 million de visiteurs par an. Je dois dire que dans le passé, nous avons déjà eu 750 000 visiteurs par an, donc les capacités permettent ce type d'accueil. Abychom dosáhli této návštěvnosti, což je také jedním z našich interních cílů, snažíme se proto připravovat relativně rozmanitý výstavní program. Byť výstavy v tuto chvíli nemají větší návštěvnost než 30 až 50 000 návštěvníků během 3 měsíců trvání výstavy. Bien sûr, un des moyens d'y arriver, c'est la programmation même, le choix des expositions. Il faut savoir qu'actuellement, chaque exposition dure à peu près 3 mois et a entre 30 et 50 000 visiteurs. Snaha dramaturgie Národní galerie je zaměřená na vlastně odborně vědecké zpracování témat výstavního programu. La conception que nous essayons d'avoir pour ces expositions, c'est de saisir les thématiques abordées, saisir l'occasion d'aborder les thématiques choisies pour à la fois faire une véritable étude scientifique du sujet. A tento odborně vědecký podtext vlastně výstav se snažíme podporovat tedy i marketingově, jak tady bylo řečeno od kolegy z Vizenice. Bohužel ten marketing není jenom o té výstavě samotné, ale je především o edukaci návštěvníků, proto máme i, řekněme tak, malou návštěvnost.
Et peut-être l'une des raisons du nombre de visiteurs que nous aimerions augmenter, du fait que ce nombre de visiteurs n'est pas celui que nous aimerions avoir, c'est aussi que, bien sûr, nous essayons de souligner cet aspect scientifique dans la conception de nos expositions, dans la communication que nous en faisons. Il ne s'agit donc pas seulement de promouvoir une exposition donnée, mais par son biais aussi d'éduquer le public. Zatím nejsme v situaci, abychom mohli dělat blockbusterové výstavy ze 100 000, či jak bylo tady řečeno, minimálně 200 000 návštěvníků na výstavu. To je něco, co nám bude ještě asi nějakou chvíli trvat, nejenom z hlediska přípravy té výstavy, zaplnění prostoru, ale také to bude i o tom výstavním materiálu, to znamená o exponátech. Nous n'en sommes pas pour l'instant dans une situation où nous serions capables de mettre en place des expositions de type blockbuster, je dirais, qui pourraient avoir 100 000 visiteurs ou 200 000, au moins, comme ça a été dit pour le musée d'Orsay. Je crois que ça va prendre un certain temps. Cela a trait d'une part à la préparation même des expositions, à la conception de scénographie des expositions et aussi bien sûr à leur choix. Na druhou stranu chci říct, a to se podařilo i na výstavě Františka Kupky, a musím tady poděkovat především tady Centre Pompidou za to, že nám zapůjčila významné díla na tuto výstavu, a to byl také jeden z důvodů, proč návštěvnost, byť sice nízká ve srovnání s Paříží, byla v Praze nebo v České republice rekordní na této výstavě. D'un autre côté, encore une fois, et je crois que cette expo Kupka l'a montré, nous essayons donc d'avancer dans ce sens-là. Je dois encore une fois remercier le Centre Pompidou pour ses prêts, pour cette exposition, car je crois que c'était un des éléments justement qui a fait que, certes, encore une fois, par rapport au contexte français, le nombre de visiteurs n'était pas forcément très important, mais pour nous c'était un record. Výstavy jako takové nejsou jenom o zápůjčkách samotných, ale i, jak bylo viděno na výstavě Františka Kupky, je to o kontextu, jak tady takhle už zaznělo, a o určitém srovnání. Takže i tímto způsobem se dál budou vyvíjet výstavy Národní galerie. Les expositions, ce ne sont bien sûr pas seulement les prêts, c'est aussi la mise en contexte des œuvres présentées, éventuellement à travers des comparaisons, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Et ça, c'est une conception dans laquelle nous aimerions continuer. Merci beaucoup. Alors, donc c'était M. Reusel avec la conclusion. Et maintenant, je pense que le moment est venu pour des questions du public. Il y a des questions de votre part. On peut... Voilà. Je voudrais juste... En fait, je voulais savoir s'il arrive que des prêts en fait ne soient pas obtenus et qu'il puisse manquer en fait une œuvre vraiment importante dans une exposition. Et comment vous faites dans ces cas-là? Alors, Brigitte, des longs romans à raconter. Ça arrive parfois, même souvent, on dit que des prêts ne soient pas obtenus. Les prêts, c'est une histoire un peu complexe d'une certaine façon. Il faut bien sûr, les prêts sont liés à l'institution, à la puissance de l'institution, naturellement, sa puissance internationale, ça veut dire à sa collection. Un musée est vraiment adossé à sa collection et à la richesse de sa collection. C'est ce qui lui permet d'avoir des échanges internationaux. C'est vraiment sa programmation est en fait adossée à la richesse de son fonds, l'ampleur et à la fois effectivement la qualité exceptionnelle de ses fonds. Donc c'est lié à son prestige. Mais il arrive aussi qu'il y ait des œuvres
qui, en raison de leur état,